est-ce qu'on a une particularité en tant qu'être humain, une particularité en tant qu'animal et éventuellement chien, chat, tu m'as dit dauphin tout à l'heure, tu m'as dit moineau. Est-ce qu'il y a Mhm. des particularités plantes dans ce truc de canal-là? Enfin, Non, parce que, à mon sens, c'est une histoire d'âme. c'est une histoire d'âme. Tu Oui, peux dire un petit peu ce que c'est? c'est une histoire d'âme. Donc, l'âme, ensuite, peut choisir de vivre différentes expériences. Elle peut très bien choisir de vivre l'expérience d'un arbre ou d'une sauterelle, d'un hamster, d'un humain, d'un esprit de la nature, d'un caillou, pourquoi pas, hein, après tout est possible, hein, dans l'expérience, sur la Terre en tout cas. Mhm. Donc, à partir de là, c'est plus une âme en fait. Et on peut dire qu'au-delà de la signature vibratoire, on retrouve des grandes lignes concernant l'âme. C'est-à-dire que quand on observe ces différentes vies antérieures, il y a toujours de grandes lignes qui sous-tendent ces différentes expériences. Mhm. Par exemple, on va retrouver une âme avec une énergie qui est plus dans l'idée de transformation. Donc, elle va arriver à certains endroits, à certains moments, avec cette énergie de transformation et même inconsciemment, simplement par sa vibration, elle va soutenir la transformation. Et puis, il Mhm. y avoir aussi des âmes qui sont plus euh, dans l'idée de pacifier. D'autres qui auront la connaissance, je ne sais pas, du végétal, d'autres qui seront plus dans la révélation, la créativité, la douceur, etc., etc. Même si nos mots, évidemment, sont très limités pour donner toute l'ampleur de ce qu'une âme est venue vibrer. Mhm. Mais ça donne déjà un petit peu une direction, une idée. Et ce qui aussi, moi, je trouve intéressant, permet comment dire, de souffler. Voilà. Par exemple, moi, j'ai une énergie qui est une énergie de révélation. Mhm. Donc, autant dire que partout où je mets le bazar. Et j'aime bien, moi. Parce que je montre tout ce que l'on veut cacher. C'est affreux. Donc, en fait, il faut derrière des âmes qui sont là pour nettoyer ton bazar. Du coup, C'est ça. bon, ouais. À chaque fois, c'est toujours pareil. Et en tant que dans ma jeunesse, ben, c'était compliqué à gérer. Ouais. Parce que je me retrouvais toujours dans des situations où je devais dénoncer. Ouais. Par exemple, je suis allée, alors je vais donner un exemple très concret. Vas-y. J'ai 18 ans, je suis prise par le WWF pour aller en Amazonie sauver des tortues marines. Donc, imaginons, Ah, éco-warrior, la pêche et tout, je vais sauver le monde, super. ouais. Donc, j'arrive là-bas. Alors, je suis la plus jeune du groupe, la gamine à 18 ans, parce que j'ai juste l'âge légal pour pouvoir partir. Je viens avec mon chapeau d'aventurière, innocente, donc je ne vois vraiment pas le coup venir, hein. Non, mais moi non plus, je vois pas. Et très rapidement, ça s'en souffre. Mince. Ah, raconte. Et qu'est-ce que je découvre? Eh ben, que le directeur de campagne, qu'il a depuis 25 ans, en fait, est un pervers narcissique qui abuse les jeunes femmes. En fait, c'est un prédateur qui chasse les jeunes femmes. Donc, déjà, il les sélectionne sur photo, évidemment. Ensuite, il les chasse dans le groupe, vraiment comme un prédateur, de manière à créer comment dire, une distance entre cette jeune femme et le reste du groupe pour que lui ne soit que le lien, l'unique lien qu'elle puisse avoir, donc il y a une forme de dépendance. C'est très machiavélique. Et au final, bien sûr, son objectif, c'est de la mettre dans son hamac. Ouais. Parce que nous sommes en village amérindien, nous vivons en hamac. Donc tout d'un coup, le paradis, il dit le patatras. Ah, mince. Ah, ouais. La petite de 18 ans, bah, elle met le bazar. C'est quoi?
Ça fait... C'est-à-dire que ce qui pouvait passer avant ne passe plus parce que je ne peux pas m'empêcher, parce que c'est ma nature de le révéler. Ah bah oui. Comme je suis assez douée pour baguer les tortues marines, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui débarque, je les forme Ok. au bagage de tortues. Donc, toutes les petites jeunes, enfin les jeunes qui sont plus âgées que moi, mais jeunes femmes qui débarquent, elles passent par moi dès l'entrée, puisque je les forme à baguer les tortues. Évidemment, qu'est-ce que je leur dis? Eh bien voilà, le directeur de campagne se comporte comme ça. Si tu as envie, c'est ton chemin, il n'y a pas de souci, mais au moins maintenant, tu es au courant. J'aurais fait pareil. Les emmerdeuses, les chieuses. Et on nous déteste pour ça. Et au final, je les fais virer. Ouais, bravo. Voilà. Donc c'est pas facile. C'est pas facile quand on est jeune, et parfois moi jeune aussi, d'avoir cette position où on révèle en fait ce qui cloche, ce qui dysfonctionne, ce qui est perverti, pour justement ramener la lumière. Et quand on ne le comprend pas, au départ, on s'imagine que c'est nous qui avons un problème. Oui. On se remet beaucoup en question, en fait. On se dit, non, c'est moi qui ai un problème, ça ne va pas. Donc, on pourrait aussi s'isoler pour ne plus déranger personne. Et donc, le fait de comprendre cette nature d'âme, cette vibration qui, de toute façon, même en fermant la bouche, en fait, ça continue à vibrer malgré soi. Donc, on ne peut rien faire, c'est foutu. Alors, on va prendre un petit risque, on va parler de notre capacité de discernement et d'où viennent les messages, etc. Et tu évoques dans le livre, j'ai bien aimé, il y a 2 situations, tu vois, parce qu'elles vont ouvrir sur différentes portes. Donc, tu parles de cette capacité de discernement à affiner, et tu poses la question, bon, ok, d'où vient le message? Il faut savoir d'où vient le message que je perçois. Guide, alors je ne me souviens pas de tout, excuse-moi, mais ça peut être, tu as parlé d'entité du bas astral, tu as parlé, très vaste, tu as tout défini, hein, c'est dans le livre. Moi, j'ai juste une mémoire de poisson rouge, mais tout est là. Et donc, et tu as dit aussi, tu as parlé de ton exemple de l'écriture automatique. Alors, pas le tien précis, mais tu disais, ben voilà, au début, quand la personne va capter, va recevoir et va transmettre des messages comme ça va passer par le bras. Bon, c'est l'écriture automatique. Le contenu est assez sympa parce que tu décris que ça va toucher notre sensibilité. Donc, on va avoir tendance à y croire et on va un petit peu élaguer là. On ne va pas penser à tout ce qui peut être contradictoire, à tout ce qui peut être aux injonctions qu'il peut y avoir. Et donc, on va continuer à suivre ces messages. Or, c'est pas parce qu'on va dire, tiens, c'est forcément un guide, c'est forcément, tu vois, quelqu'un de waouh, de l'extraordinaire. Parce que l'être humain, et tu le rappelles, aime beaucoup l'extraordinaire, parce que là, c'est pétillant, tout ça. Et donc, on va continuer, sauf qu'on peut se faire grandement manipuler. Tu parles de ça. Et tu parles aussi d'un autre exemple qui m'a... Alors, j'ai ri, en fait. C'est l'exemple de la canalisation, tu vois, médiumnique, là, où une entité va se faire passer pour un maître ascensionné. Mais il est attentionné aussi. Hein. L'entité est attentionnée quand elle fait ça. C'est pas pour rien. Elle a de la suite dans les idées. C'est ça. Ouais, mais enfin bon, c'est pas le même type d'attention. Et le risque de tout ça, et ça j'aime beaucoup que tu en parles, c'est l'emprise. Oui. C'est la manipulation. Parce qu'on a de l'emprise et de la manipulation dans ce monde du spirituel qui est bien développé. Je l'ai vu, hein. J'ai vraiment vu ça. Je l'ai vu à plusieurs reprises où là, on entend tout un tas de choses et tu as des gens qui se posent en sachant, tu vois. Évidemment, l'emprise, on le connaît aussi sous d'autres formes, mais j'ai envie qu'on parle de l'emprise et de manipulation dans ce monde-là de développement personnel et là où on est, là, nous, de spiritualité, parce que tu parles aussi de ce qu'est la spiritualité, ce qu'elle n'est pas. C'est pas parce qu'on capte des trucs qu'on est spirituel,
c'est la spiritualité doit être quelque chose d'autre, est quelque chose d'autre en fait qui fait vibrer toute notre vie en fait. Hein. Exactement. Donc, voilà, tu peux nous parler un petit peu de tout ça, s'il te Oui. plaît. Alors, plus nous touchons des éléments subtils, plus nous devons d'être rationnels. Yeah. C'est la clé. Yes. C'est la clé. J'ai une formation scientifique, j'ai Ouais. fait des études de biologie animale, même si encore une fois, par conviction, je les ai arrêtées. Par conviction. Par conviction, c'est-à-dire que mes études allaient vers la vivisection et la science business. Et je me suis dit, je ne vais pas passer ma vie dans un laboratoire à remplir les poches de l'industrie pharmaceutique ou autre. Donc, je me casse. Mon rire est très con, mais ouais. L'interview de folie. Je t'avais prévenu que nos deux énergies à nous, mais c'est faut pas. Mais malgré tout, cette formation scientifique me sert aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est C'est une base sur laquelle je m'appuie. Oui, on le voit dans le livre d'ailleurs. Et c'est très important en fait. Qu'est-ce qu'on fait en science? D'abord, la première chose, c'est observer un phénomène. On observe un phénomène. Quand on observe un phénomène, on n'y met aucune attention, aucun préjugé, aucun concept. Juste, nous sommes observateurs d'un phénomène. Ensuite, le phénomène peut nous amener, mais ce n'est pas une obligation non plus, à élaborer une théorie. Si nous avons une théorie, nous allons ensuite faire des expériences pour la valider ou l'invalider, cette théorie. C'est exactement la même chose dans l'invisible. On observe un phénomène. Ce phénomène va peut-être nous donner un message, nous transmettre une connaissance, nous donner différentes informations, mais pour autant, on ne va pas prendre tout d'argent comptant. On élabore une théorie. Peut-être que c'est ça. Maintenant, nous allons vérifier si c'est vraiment ça. Là, nous allons faire des expériences et voir si c'est OK ou pas OK. Et toujours le terrain, le concret. Parce que quand on parle d'expériences, ce ne sont pas des expériences dans la tête ou dans l'abstraction. Ce sont des expériences dans le concret, dans la matière. Qu'est-ce qui se passe dans la matière? Concrètement, est-ce que j'ai un résultat? Oui ou non? Et si c'est non, mais ce n'est pas grave. C'est juste pas grave. Si l'entité que nous avons contactée n'est pas de la 36e dimension, machin chose, et que ce qu'elle nous a annoncé ne va pas se réaliser, en fait, on s'en fout, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. C'est juste une expérience parmi tant d'autres et on passe à autre chose. Oui, ok, c'est bien parce que à la fois tu rappelles qu'il faut confronter à la réalité et qu'il faut c'est pas grave, on lâche quoi. C'est pas grave, on s'en fout. À quel moment on va s'identifier à ça là? Ouais. Il y a un vrai risque en fait. C'est qu'à un moment donné, quand on a, parce que ça s'appelle de la flatterie en fait. Ouais. C'est terrible la flatterie. Ça, c'est très 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 méchant la flatterie. Il n'y a rien de plus dangereux que la flatterie. Ouais, c'est clair. Parce que la flatterie, surtout quand on a un manque on a des petits problèmes existentiels et qu'on ne sait pas rencontrer soi-même, donc on ne sait pas qui nous sommes, elle va nous donner une vitrine de nous-mêmes qui est très agréable, qui est très satisfaisante et à laquelle on a vraiment envie d'adhérer. Et là, c'est un piège, mais alors cousu de fil d'or. Et généralement, on y va les deux pieds dedans. On y saute. Alors que non, quand il y a de la flatterie, généralement, c'est pourri. Alors, Louane, je voulais te dire à quel point tu es extraordinaire, tu es merveilleuse. Moi, je te fais un petit coup de flatterie, histoire de voir. Qu'est-ce que je vais te dire derrière? Une interview. Généralement, c'est ça. La flatterie, il y a un effet boomerang. Et puis, il y a toujours... c'est La Fontaine qui faisait son histoire avec le corbeau et le renard. Oui. Qu'est-ce qu'il veut obtenir, le corbeau? Le renard, je veux dire, pas du tout.
Il veut obtenir qu'il lâche son fromage. En fait, si on l'écoute, le flatteur, ben, tant pis pour nous. Ouais. Il faut savoir que les entités manipulatrices, les entités qui sont de l'autre côté et qui ont... en fait, sont des entités frustrées. Ce sont des entités qui nous envient terriblement parce qu'elles aimeraient aussi avoir accès au monde de la matière et elles ne l'ont pas. C'est pour cela qu'elles vont nous utiliser pour y arriver. Et la flatterie, tous ces moyens pour nous finalement nous mettre sous emprise, n'ont que cet objectif, pouvoir à travers nous toucher le monde de la matière. Et pourquoi faire? Ils sont fous. Enfin, le monde de la matière, c'est quand même lourd, dense. Et non, ah non, ah non, c'est le monde de la manifestation. C'est un monde qui permet une palette des possibles à laquelle eux n'ont pas accès. Okay. C'est une richesse incroyable en termes d'expérience, en termes de nourriture aussi, parce que beaucoup d'entités en fait sont coincées elles aussi sur le plan terrestre et le plan terrestre, plan terrestre, même si c'est généralement dans l'astral que ça évolue, mais disons que ce n'est pas leur dimension d'origine, donc ce n'est pas une dimension dans laquelle elles vont pouvoir vraiment subvenir à leurs besoins. Elles sont en quête de nourriture. Et le fait de passer comme ça à travers nous, dans ce monde de la manifestation, ça va leur apporter de la nourriture, notamment au niveau émotionnel. Ces entités se nourrissent des vibrations de nos émotions, et notamment des émotions qu'on appelle négatives, comme la tristesse, la peur, etc. Donc, elles vont aussi induire certains états d'être pour pouvoir se nourrir, ce qui va en plus ancrer l'emprise. Oui, c'est ce que tu écris dans le livre, qu'elles se nourrissent d'émotions. Et tu dis même, bon, c'est pas la peine d'en avoir peur non plus, hein, il suffit voilà, d'accueillir tout ça, en fait. Parce que se mettre de l'espace entre soi et les émotions, ne pas croire qu'on ait ces émotions, bah, ça fait... et se connaître, tu parles beaucoup de se connaître. Et tu parles aussi, en fait, de ces entités qui, dès qu'en fait, l'attention est captée, j'étais un petit peu étonnée, dès que notre attention est captée, donc c'est ce qu'elle cherche, ça crée, c'est ce que tu viens de dire en quelque sorte, des ponts vibratoires entre eux et nous. Donc c'est comme ça qu'ils agiraient en fait. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'exister. Lorsque nous les avons captés, nous les considérons, alors plus ou moins agréablement, hein, c'est sûr, hein, mais nous leur donnons de la consistance. Et nous leur permettons de pouvoir progressivement passer les différentes strates pour atteindre ce monde de la matière qui nous envie tant. Et tu dis que s'il y a un malaise, si on ressent un malaise quelconque, eh ben, c'est qu'il y a un malaise en fait, c'est qu'il ne faut pas y aller, c'est à nous. Tu parles vraiment de positionnement, c'est à nous de dire stop en fait. Oui, c'est à nous de dire stop. De toute façon, notre champ vibratoire, c'est notre territoire. Sur ce territoire, sur ce terrain, on pourrait dire ça comme ça, puisqu'on peut voir ça en termes de propriété telle qu'elle est réglementée dans le monde des humains. Donc, il y a un terrain avec une maison. La maison, c'est le corps. Le terrain, c'est le champ vibratoire. Nous sommes les boss, nous sommes les propriétaires. C'est à nous de décider ce qui entre et ce qui n'entre pas. Et quand ça ne nous convient pas, lorsqu'il y a des détritus, on fait le ménage et on met tout ça à la déchetterie. C'est le même principe, en fait. Ce que nous faisons dans le monde de la matière est aussi valable dans le monde subtil. C'est identique. C'est pour ça, quand il y a des entités qui viennent, on n'a pas à leur ouvrir la porte de la maison. Quand quelqu'un sonne à la maison et qu'il a une sale tronche, on n'ouvre pas la porte. Tu fais un délit de sale gueule, toi. Mais c'est clair. Mais oui, mais c'est clair. Mais tu as raison. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'une entité se dit, voilà, c'est pas parce que c'est le monde subtil que tout est beau, que tout est bien. Et tu dis, mais ok, exerçons notre capacité de discernement. Si c'est pas cohérent, il ne faut pas suivre. Si on peut pas vérifier les informations, il faut pas suivre. C'est pas parce que quelqu'un te dit voilà, je suis l'être, je ne sais quoi, quelqu'un de reconnu, prestigieux, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait. Exerçons cette capacité de discernement. C'est essentiel. Ouais. C'est essentiel. Oui, parce que ce livre-là, il permet à la fois de voir, d'exercer, en fait, de développer sa médiumnité, parce que
as des choses concrètes, j'en ai pas parlé là, pas beaucoup en tout cas, mais tu as vraiment défini ce qu'était la médiumnité, tu as mis des méditations, tu as mis des choses très concrètes pour comprendre et développer cette capacité. Donc, tout ça, ça fait partie de la première partie, en fait, hein, du livre. Euh, et puis, tu vas dire, bah, alors tu vas définir tous les états modifiés de conscience, enfin, tout ce que… Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse confusion par rapport aux états modifiés de conscience. Là aussi, on est en quête de sensation. Oui. Cette quête de sensation, elle nous met souvent dans un piège, et dans un piège dans lequel beaucoup ont du mal à sortir. Eh bien, tu devances ma question parce qu'elle, c'était ça que je voulais voir avec toi. C'est ce piège parce qu'on est très attiré par l'extraordinaire, le sensationnalisme, etc. Et avec ces états modifiés de conscience, justement, on peut arriver à nous brancher sur un tas de choses, mais d'autres choses peuvent se brancher à nous. Tu peux nous parler un petit peu de tous ces pièges et de alerter, tant qu'ils n'ont pas lu le livre, un petit peu passer ton message sur ces alertes qui sont dans le Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, évidemment, il y a la quête de sensation, de l'extraordinaire, de vivre des choses fantastiques qui nous sortent de notre quotidien et nous donnent l'impression d'exister un peu plus fort. Et là, on va chercher, en effet, des états modifiés de conscience, provoqués souvent de manière artificielle, que ce soit avec des inductions sonores, mais aussi avec des plantes, avec des breuvages divers et variés. Voilà. Alors, à la base, tous ces moyens sont utilisés dans un contexte sacré par des personnes initiées. Quand je dis initiées, ce n'est pas en 3 week-ends, c'est toute une vie d'initiation, pris dès le plus jeune âge, dans une culture aussi avec des codes très stricts. Oui, et un chaman, parce que tu fais référence à ça, c'est quelqu'un qui est appelé par l'invisible depuis son existence, en fait. Et on dit même que s'il refuse cet appel, il va lui arriver tout un tas de choses difficiles à vivre jusqu'à ce qu'il veuille bien l'accepter. C'est pas c'est pas du jeu, quoi. On n'est pas là. Non, on rigole pas, on n'est pas dans la quête de sensation. Même si moi, je n'utilise pas le mot chaman là-dessus. Il fait référence à une peuplade précise. Exactement. Et l'utiliser, c'est une forme de néocolonialisme. Pardon, je me suis fait tacler. Mais je tiens à le dire, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde parce que c'est un mot qui est très marketé et qui a beaucoup de succès. Ouais. On est dans le contexte du commerce, là, hein, il faut bien dire ce qui est. Il faut savoir que c'est un mot qui, à la base, a été utilisé par les anthropologues russes parce qu'il parlait de peuplades, en effet, qui vivaient en Sibérie, en Mongolie, donc dans la Grande Russie, ce qui était tout à fait cohérent. Le problème, c'est que ce mot a été réutilisé par des anthropologues occidentaux qui n'ont plus rien à faire avec cette culture russe de la Sibérie et de la Mongolie, pour désigner tous les hommes et femmes médecines de tradition animiste. Et là, attention, les confusions, les amalgames, c'est du grand n'importe quoi. Et comme dirait, j'ai une cousine qui est brésilienne et qui a des origines, elle est afro-brésilienne et française, mais elle a aussi des origines amérindiennes. Et comme elle le dit elle-même, c'est du néocolonialisme. Donc, je me fais un plaisir aussi de porter sa voix, de dire c'est du néocolonialisme. Parce que finalement, tu vois, moi j'utilise ce mot chaman parce que ma mémoire ne me permet plus de retrouver le mot. Je l'ai vraiment enregistré comme ça. Lors de la première interview avec toi, j'avais bien vu dans ton livre et même dans diverses interventions que tu ne supportes pas ce mot-là, donc j'avais vraiment fait attention. Puis là, ben non, c'est sorti tout seul, histoire de tacler. C'est bien, mais c'est important de le poser parce que je trouve que ce mot, il est révélateur, justement, on parle de révélation, il est révélateur de toute une mécanique, tout un système qui a été mis en place aujourd'hui de business, de commerce, avec justement cette quête de sensation par les mondes subtils. Oui, c'est vrai. Oui, mais tu as raison. C'est révélateur parce qu'après, on va avoir des trucs un petit peu n'importe quoi qui
qui ne sont pas du tout dans l'ordre du parcours que tu décrivais à l'instant, là, de quelqu'un qui va vraiment faire un parcours sur plusieurs années, qui va aller très, 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 très loin dans la recherche sur lui, sur les mondes, dans les voyages, et qui est accompagné par un vrai homme médecine, femme médecine. C'est ça, un ancien qui transmet avec toute sa connaissance, ses expériences, son vécu. Donc, il y a vraiment une passation de relais qui se fait de génération en génération. Et encore une fois, dans une culture avec des codes stricts. Oui. Et j'insiste bien sur les codes. Pourquoi? Parce que suivant les codes employés, quand nous allons invoquer certains mondes et certaines entités, bah, nous allons justement nous câbler d'une certaine manière. Mmh. Et les cultures, les différentes cultures animistes, ne travaillent pas du tout avec les mêmes mondes, avec les mêmes dimensions et les mêmes types d'entités. Par exemple, il faut savoir que les chamans, pour le coup, ces chamans qui sont en Mongolie et en Sibérie, travaillent avec des entités pour lesquelles ils font des offrandes de vodka et de tabac. D'accord. Ce n'est pas forcément le cas de ce qu'on retrouve ailleurs, D'accord. même pas du tout. Donc, voilà, il y a des codes très particuliers. D'ailleurs, quand on est médium et quand on se connecte à nos guides, à nos êtres lumière, enfin, après chacun a son petit monde et les aides invisibles qui l'entourent, plus ou moins en permanence, parce que souvent elles font des allers-retours d'ailleurs, nous avons tous une codification en fait. Ah Même ouais? si elle reste, même si elle est un petit peu inconsciente, OK. il y a des mots, il y a des noms de code qu'on utilise. Et il y a un état d'être particulier dans lequel on se met et qui va vibrer d'une certaine manière pour aller capter certaines dimensions, certaines entités. Donc, on voit bien en fait qu'il y a une codification, même si elle est inconsciente, pour chaque médium. Oui. Certains vont plus se référer à une tradition chrétienne avec des saints, d'autres plutôt à une tradition animiste avec pourquoi pas des animaux, avec des esprits de l'eau, du vent, etc. Pourquoi pas, voilà, c'est très vaste en fait, mais il y a une codification. Et cette codification, elle est essentielle parce qu'elle permet de poser des balises. Et nous avons besoin de balises en tant que médium. Si nous OK. n'avons pas de balises, ça laisse la porte ouverte à tout et n'importe quoi. OK. Ah ouais, ouais. C'est ça que j'ai lu dans ton livre. J'ai beaucoup lu ça. À la fois enfin, c'est la description de comment ça marche, comment développer avec des trucs précis, mais aussi toutes les alertes, tous les panneaux, tu vois, les panneaux Oui, signaux d'alerte, attention, là, là, là. Et oui, c'est pour ça que j'appelle ça plutôt un guide. Tu vois, c'est un manuel, tu l'as appelé un manuel, hein, je crois, c'est ça? Un manuel pratique. Moi, oui. j'aime bien l'idée de guide parce que le guide, ça veut dire, bon, tu as un petit chemin, là, c'est ton chemin, c'est ton truc à toi, mais tu vois, là, il peut y avoir tel truc, là, il peut y avoir tel truc, fais gaffe. C'est un petit peu ce que j'ai vu, quoi. Oui, et par rapport justement aux états modifiés de conscience, Ah oui, c'est vrai que tu n'as pas fini là-dessus, hein. oui. Il y a aussi un deuxième piège qu'il est important aussi de rappeler, et ça va un petit peu avec ce que j'ai dit au tout début d'ailleurs, c'est que beaucoup de gens aussi espèrent par ces expériences-là, d'ailleurs n'existent souvent que par ces expériences-là, s'extraire de leur quotidien et s'extraire aussi de leur sensibilité et de leurs émotions, de tout ce qui est difficile à vivre dans leur quotidien. Et ça va pas. Non. Ça va pas. Parce que là, franchement, ils sont à côté de leur pompe. Oui, et j'ajoute que tu as beaucoup parlé de la spiritualité. Et la spiritualité, médiumnité et spiritualité, c'est pas la même chose. La spiritualité, c'est un état d'être, de conscience, de sagesse, d'amour, d'accueil de soi, de courage face à soi-même, de lien avec les autres, de lien avec l'univers. Et la médiumnité, où tu as parlé aussi de spiritisme, ça va être la couleur que prend la vie de la personne. Et tu as dit, il y a des possibilités de fuite là-dedans. Mais on n'est pas dans la spiritualité quand on fait de la médiumnité. C'est juste des antennes, hein, j'appelle ça comme C'est de ça. la phénoménologie. On est dans l'ordre du phénomène. Ouais,
dans le spiritisme et la médiumnité. On est dans le phénomène, donc dans le manifesté. Alors que dans la spiritualité, on est dans l'absolu, dans l'immuable. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est intéressant de voir parce que le mot spiritisme, c'est la doctrine, donc spirit tel que l'a formé Allan Kardec, mais dans le mot spiritisme, en fait, c'est un peu comme le titre de son premier livre, le livre des esprits, c'est vraiment cette idée de mode d'emploi pour communiquer avec l'invisible. Mm. Alors que le mot spiritualité, étymologiquement, ça n'a rien à voir en fait. Il ne s'agit pas de mode d'emploi pour communiquer avec les mondes invisibles. En fait, dans le mot spiritualité, c'est ce qui est inhérent à l'esprit en fait. Mhm. Donc, ce qui est inhérent à l'esprit, dans le sens esprit, entité, manifestation dans l'invisible, c'est quoi? C'est le principe de vie. Donc, ça n'a rien à voir, en fait. Ouais. Au-delà de la vie même. Le principe de vie. Donc, le principe de vie, c'est cette étincelle de lumière, c'est l'immuable, c'est l'absolu, la conscience, enfin, Dieu, on peut l'appeler aussi comme ça. C'était la troisième partie de l'interview de Louane Biège. On se retrouve très très vite pour la quatrième et dernière partie de l'interview. En attendant, vous pouvez activer les petits pouces bleus vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et commenter, partager, même vous abonner pour suivre les actualités de cette chaîne. À bientôt!